Cet ordinateur. Et voilà. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume de Jevigné, qui est un amoureux du verbe, un coach oratoire, quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la prise de parole en public. Et justement, je voulais l'interviewer parce que justement, on accompagne actuellement les jeunes pour le mois de septembre sur leur conférence. Et c'est bien d'avoir un peu le retour d'expérience de tout le monde et sa vision de la prise de parole en public. Salut Guillaume, Salut Johan, comment merci vas-tu? de. Ça va super bien, super bien. Très heureux d'être là. Alors là, en l'occurrence, c'est chez moi. Mais là Ben, également sur cette interview filmée, Zoom. merci d'avoir accepté cette interview. Ben, je vois derrière toi que ça se voit que tu es un passionné quand même de lecture, de verbes, comme tu dis. Et un peu de Iaido. Alors ça s'appelle un sabre, un katana dans le langage. En l'occurrence, c'est pas un Shinken, c'est un Iaito. Et donc c'est l'équivalent du sabre, mais qui ne coupe pas pour s'entraîner à faire des coupes. Mais c'est un art D'accord. martial japonais. Et donc, je suis passionné également du Japon et de cet art martial. Donc sportif aussi. Sportif, ouais, absolument. Ok. Alors, voilà, je voulais t'interviewer. Bon, nous, on se connaît un petit peu, on ne va pas le cacher aux autres, mais j'aimerais avoir ton retour d'expérience et avec cette simple question, pour toi, qu'est-ce que la prise de parole en public? Merci. Ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai pas du tout préparé. Donc, je vais me lancer dans le bain. La prise de parole en public. Ben, déjà, dans prise de parole en public, il y a la première chose, en fait, je pense que c'est le public. C'est-à-dire que prise de parole, c'est tous les jours, quasiment, enfin, je ne sais pas combien, il serait intéressant d'ailleurs de se renseigner sur combien d'heures nous parlons par jour. Euh, les prises de parole en public, donc c'est le moment, l'instant, le contexte, la situation dans laquelle je suis amené à prendre ma parole, à prendre la parole, à donner ma parole devant un public. Un public qui peut être, enfin, un public, c'est combien de personnes? C'est au moins une personne, mais disons, c'est a priori plutôt au moins 3-4 personnes, disons. Et prendre la parole, pour moi en tout cas, n'a d'intérêt que si on a quelque chose à dire. C'est-à-dire, j'ai un message à transmettre et c'est la raison pour laquelle j'ouvre ma gueule. Aussi simple que ça. Tout simplement. C'est très drôle parce que tu vois, là, en début de semaine, je donnais une petite conférence sur ce thème et on m'a posé exactement cette question. À partir de combien on considère qu'on a un public? C'est drôle parce que les gens se posent cette question, oui, préparant le public, mais à partir de combien de personnes on a vraiment un public? Et comme tu as dit, ça peut être une, deux, trois, quatre personnes, ça commence, c'est déjà du public. Absolument. Bah, quand on est par exemple je prends l'exemple, j'avais en tête un cas de négociation commerciale où je suis moi-même face à un client, c'est quelque part déjà de la prise de parole en public. C'est vrai Quelque que part. c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à dire que prendre la parole en public, on se voit sur une scène, une conférence, mais prendre la parole en public, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, il y a multiples. Moi, d'ailleurs, c'est ça que je distingue quand je fais aussi du coaching oratoire dans le sens de la formation à l'art oratoire, qui là, pour le coup, est un art, qui est un art cousin de l'art dramatique, où là, je joue le personnage de l'orateur sur scène. Donc, c'est effectivement l'image qu'on a souvent en prise de parole en public, l'image qui a été démocratisée notamment par les TEDx, mais qui existe depuis au moins 2500 ans. Aristote a déjà écrit là-dessus, Aristote, Cicéron, Démosthène et compagnie. Alors que la prise de parole, c'est également, surtout enfin, aujourd'hui, c'est les plateaux télé où on est parfois seul face aux journalistes. Et là, on est à la fois seul en situation, dans le contexte, face à une seule personne, alors qu'il y a potentiellement des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière les caméras. Donc, enfin, derrière les écrans, pardon. Donc, de fait, une prise de parole, c'est à la fois en réunion, c'est face à juste un client, c'est un TEDx, c'est un cours, et ça peut aussi être, c'est ce que je fais beaucoup d'enseignement auprès des étudiants, j'adore ça, c'est aussi être seul face à des copains en université, par exemple. C'est moins le cas peut-être pour toi et moi. En tout cas, dans les étudiants que j'ai pu former, il y a des gens qui sont des étudiants qui sont très fans de politique et qui du coup passent des heures avec les copains. C'est les âges 18-30 ans, où on est vraiment fan de politique.
Et ben là, il y a des situations où on est seul potentiellement face à 4 ou 5 contradicteurs. Et ben là aussi, c'est de la prise de parole. Alors, en l'occurrence, là, c'est même plus de la joute oratoire, c'est-à-dire Ouais. des différentes typologies de prise de parole. Et ce qu'on est en train de faire là actuellement, une interview, c'est une prise de parole également, on peut dire. Absolument, Voilà, absolument. parce que il y a aussi, parce que j'en parlais donc en début de semaine aussi, c'est que l'entretien d'embauche, ça, c'est vrai que peut-être que justement après ce déconfinement et cette crise, il va y avoir, on va avoir besoin justement de convaincre encore plus parce que il va peut-être falloir gérer les crises dans les entreprises. Il va falloir peut-être aussi trouver un nouvel emploi pour ceux qui malheureusement l'auraient perdu. Donc là aussi, il faut réussir à convaincre. Donc, comme tu dis, la prise de parole, elle y est tout le temps dans plein de situations. À partir du moment, quelque part, alors ça, c'est pas moi qui parle, je parle sous la gouverne du grand maître, enfin, qui est mon, en tout cas, un de mes maîtres, mais qui est maître Marc Bonan, qui est bâtonnier de Genève, du barreau de Genève, donc un avocat qui doit avoir au moins 70 ans maintenant. Mais on peut taper Marc Bonan sur YouTube. C'est pour moi le plus grand rhéteur francophone, orateur d'ailleurs, plutôt que rhéteur, parce que rhéteur, c'est de l'ordre de la rhétorique, donc c'est l'écriture du discours. Et orateur, c'est vraiment celui qui va prendre la parole. Et lui-même va très loin. Marc Bonan, il parle de l'importance de l'improvisation. Ni la lecture, ni l'apprentissage par cœur, mais vraiment l'improvisation. Être à l'écoute de mon verbe intérieur, de ma parole intérieure, pour pouvoir ensuite la donner à son public. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, Marc Bonan, je vous invite vraiment à, si vous voulez travailler la prise de parole, vraiment regardez comment il fait, regardez, écoutez-le, décortiquez ses discours. Il y a des versions de 5 minutes. Parfois, il arrive à parler que 5 minutes, mais ça va parfois jusqu'à 1h40, 2 Ah oui. heures. Donc, c'est un orateur absolument exceptionnel. Et ça, je le prends souvent d'exemple aussi par rapport au travail de la gestuelle. Parce que quand on commence la prise de parole, ça je peux déjà le dire aux élèves qui vont nous regarder ou aux personnes qui commencent la prise de parole et qui se passionnent pour cette question-là, on a vraiment la tendance à plus d'être dans la mode italienne avec les gestes. Et quand on est d'origine italienne ou quand on est du Sud, moi, je m'adapte à cette situation-là. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive de le faire. Mais pour travailler la puissance du verbe, je fais souvent cet exercice-là, les mains le long du corps. C'est même pas les mains devant le corps, ou vraiment les mains le long du corps. Et je vais travailler la prise de parole sans même bouger mes mains. Et j'avoue, c'est un exercice extraordinairement difficile que Ah ben Marc oui. Bonan fait merveilleusement bien. Parfois, ça lui arrive, il croise juste ses mains devant le ventre et puis il fait son discours et pendant 10 minutes sans même avoir levé la main une seule fois. Voilà. Voilà. Je donne déjà des On a petites quelqu'un clés. qui a fait cet exercice devant beaucoup de gens, des millions de personnes. Ça lui a valu quelques critiques. C'était notre président où il avait mis ses mains posées sur le bureau, figé, le regard droit, et là, il n'y avait rien qui bougeait. Oui, alors ça, c'est pas pareil, parce que, en l'occurrence, Marc Bonan, on voit bien qu'il est habité et que il n'est pas derrière un pupitre, en plus, il est devant. Donc, il y a déjà une différence, c'est que le pupitre, on le dit souvent en prise de parole, attention à ne pas vous cacher derrière votre pupitre. Le pupitre peut être un danger pour ça. Déjà, il a son intérêt parce on peut poser le texte et du coup revenir à son texte, à défaut d'un plan des phrases. Bon, moi, je préfère à la suite, encore une fois, de Marc Bonan, je préfère ne pas du tout avoir de phrases écrites, encore qu'une citation ou des chiffres. C'est vraiment important de les avoir, de ne pas se tromper, donc pour avoir les vrais chiffres ou la vraie citation. Et moi, je préfère idéalement soit avoir juste un plan, et encore mieux avoir le plan dans la tête. Bon, ça, c'est vraiment quand on est à un niveau plus, disons, de perfectionnement. Mais le fait, là, le cas que tu soulèves, c'est effectivement. Moi, je comprends que c'était Macron. Tu parles de Macron, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, effectivement, il était. Et là, du coup, là, on voit vraiment quelque chose de cadavérique, de je me soutiens, enfin, je prends le pupitre, même s'il n'est pas attaché au pupitre comme ça, il se pose en disant surtout ne respire pas, ne vis pas. Non, mais il y a vraiment de ça. Hein. Alors Oui, c'est que dans ça. les exemples que je donne, au contraire, il ne se cache pas, il se donne. Ça, c'est vraiment une clé de la prise de parole. La prise de parole est pour tout le monde, même pour moi qui enseigne ça et qui a l'habitude de prendre la parole, c'est quelque chose de difficile. Ça coûte de prendre la parole en public. Pourquoi? On pourrait réfléchir à ça, c'est pas la question. En tout cas, pour nous en France, ça nous coûte. Ça suscite, ça crée du stress, de la peur. Il y a toujours même beaucoup de peur derrière.
Donc, on est tous à la même enseigne, même si au fur et à mesure, on a déjà des techniques pour diminuer le stress, et puis l'habitude permet de dépasser le stress beaucoup plus rapidement, voire de diminuer le stress. Donc ça c'est évident que c'est possible. Mais il y a toujours une appréhension à prendre la parole. Donc, une fois qu'on sait ça, autant y aller à fond. Autant se donner à voir tel qu'on est et ne pas chercher à construire un bonhomme absolument tout puissant alors qu'on ne l'est pas. On est comme les autres, quoi. On est comme tout le monde. Et ça, je trouve encore que cet orateur-là, je peux en citer d'autres, Stéphane André, par exemple, le professeur de l'école de l'art oratoire à Paris, même s'il est, il est vieillissant aussi. Mais alors, celui qui est considéré comme le plus grand orateur aujourd'hui, qui est Barack Obama, au point de vue international, c'est pareil, même si lui, il a très souvent l'occasion de faire des discours derrière pupitre, parce que c'est des discours politiques, donc des discours écrits, souvent pas par lui d'ailleurs, même s'il il a pu les travailler avant. Il ne se cache pas, il se donne. C'est ça, en fait. Il y a cet auteur qui est avocat qui s'appelle, j'ai plus son nom en tête, je retrouverai, un avocat qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La parole est un don de soi, qui est un ouvrage vraiment intéressant dans lequel il dit voilà, que tant qu'à faire, autant donner tout ce qu'on est en prise de parole. C'est vraiment ce que je veux dire. Ça fait rebond sur un autre ouvrage que vous invite vraiment à lire aussi, qui est celui-là de Bertrand Perrier, maître Bertrand Perrier, qui est un grand orateur français, qui est avocat, que tu connais d'ailleurs. Je crois que tu avais réussi à avoir une interview de lui, non? On est rentré en contact. Là, génial. On essaye justement d'avoir une date pour pouvoir avoir une interview. Yes. Mais on rentre en contact. Ah bah oui, absolument. Lui, vraiment, c'est non seulement un grand orateur, mais en plus un grand professeur d'art oratoire. Ouais. Lui, en plus, il a été connu grâce à tout le travail qu'il fait auprès des jeunes de banlieue, au travers d'Eloquentia, qui est des associations, il en parlera. Et il a écrit plusieurs ouvrages, notamment celui-là, La parole est un sport de combat. Et là, c'est vraiment une image qui parle énormément, je le dis toujours en formation, que on va sur plateau, donc plateau c'est sur scène, ou la situation de prise de parole, comme on va à un match de boxe. Mais c'est exactement ça. Il y a vraiment une vraie préparation. Même il y en a beaucoup. Alors, j'étais un peu de cette école aussi de dire, moi, j'aime un peu partir, comme on dit, à l'arrache avec de l'improvisation. Mais même l'improvisation, ça se travaille, puisqu'on voit bien qu'il y a des troupes d'improvisation, il y a des concours d'improvisation. Ils travaillent cette improvisation, c'est-à-dire qu'il faut faire travailler notre cerveau pour pouvoir justement aller choper les informations et rebondir en improvisant. Donc, c'est aussi du travail. Et c'est là où je vais justement rebondir, parce que tu as parlé aussi de technique. La technique, la première chose à faire quand on veut faire de la prise de parole en public, que ce soit, je sais pas, présenter un projet à travers un PowerPoint, prendre la parole sur scène, peu importe, la première chose. La première chose, s'il n'y a qu'une seule chose à travailler, s'il n'y avait qu'une seule chose à travailler en prise de parole, ce serait la respiration. Super important, la respiration. Tout découle de ça. Tout. C'est la structure même de la prise de parole. Et j'en veux pour preuve, et ça c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit, en grec, ça je suis un gros fanat d'étymologie, et en particulier j'ai fait des études de grec et de latin notamment, en grec, la respiration, le souffle, se dit pneumatos. Eh bien, c'est exactement le même mot que le mot esprit. L'esprit au sens de la pensée. Donc, pas de souffle, pas de pensée. Pneuma. S'il n'y a pas de pneuma, il n'y a pas de pneuma. C'est très simple. Pour moi, c'est donc là, le souffle est vraiment la base de la prise de parole. Évidemment qu'il y a des choses derrière, mais la première chose, s'il y a une seule chose à travailler, et à travailler toute sa vie, c'est vraiment la respiration. Et respiration abdominale, évidemment, on n'est pas dans respiration pectorale, respiration microscopique. Moi, ça m'est arrivé, parce qu'évidemment, dans mes nombreuses étapes, je me souviens d'un concours d'éloquence que j'ai pu faire. C'était 2 minutes, donc c'est hyper rapide. Je prends la parole. J'étais gentiment stressé parce que je n'avais pas suffisamment préparé mon texte. On va en reparler de la préparation, qui est pour moi absolument fondamentale, même pour l'improvisation. Je n'avais pas suffisamment préparé mon intention, pour être précis. Ce n'était pas tant mon message, les mots, je les avais, ce que je voulais dire, je savais, mais mon intention, c'est-à-dire quel est vraiment mon objectif. Qu'est-ce que je veux faire ressentir à mon public? Ça, je n'avais pas suffisamment travaillé. Du coup, je suis arrivé, je m'étais moi-même, ce qu'on appelle la préparation mentale, je m'étais moi-même fait un petit stress à moi tout seul en montant sur les marches pour arriver sur le plateau. Et 2 minutes, c'est hyper court, et c'est quand même 2 minutes. Et je me souviens de la fin des 2 minutes, j'avais les mains qui piquaient, comme si le sang était parti.
ou comme si le sang plutôt revenait, parce que j'avais passé quasiment 2 minutes en apnée. Donc ça, c'est un exemple, une anecdote Ouais, pour dire l'importance radicale de la respiration. ouais, malheureusement, je recite encore notre cher président Emmanuel Macron, à qui c'est arrivé lors d'un meeting, et c'est vrai que ça le suit encore un peu, où à la fin de son meeting, à force de parler, de ne pas avoir géré cette respiration et ce discours, qui finit avec une voix cassée. C'est notre projet avec une voix complètement cassée parce qu'il a trop donné, qu'il n'a pas su gérer. Et on sait que par la suite, il a été très coaché également. Mais c'est là où on voit que, comme tu dis, là, si on veut justement tenir aussi dans le temps, que ce soit dans des joutes oratoires ou quand on fait une conférence, la respiration est super importante. Et dans la respiration, il y a aussi les silences où on met des pauses, on prend le temps de respirer, de donner notre information. Donc tout ça, c'est lié. Je suis assez d'accord avec toi où c'est vraiment très, très, très important. L'aposiopèse. La pause, L'aposiopèse. la- Alors ça, c'est un nom barbare, c'est une figure de style qui, c'est celle de commencer une phrase sans la terminer et la terminer par un silence. Pour donner à l'autre l'opportunité de trouver sa propre fin, ou au contraire pour suggérer une fin sans la dire. Voilà, c'est une figure de style que j'aime beaucoup aussi, la mais il posiopèse. y a deux personnes en France qui maîtrisent très bien les pauses. Après, il faut faire attention, c'est deux grands philosophes français. Ah, ok. Il y en a un autre, il est un peu belge, on va dire. C'est Jean-Claude Van Damme et Doc Génico. Des grands philosophes, oui, je pensais que tu allais me dire, je pensais à Lucchini spontanément, qui est un génie, Ah, oui, un Lucchini génie absolu. est très très bon dans cet exercice. Mais c'est vrai que quand on analyse Jean-Claude Van Damme et Doc Gynéco, on est toujours un peu mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a tellement de silence. c'est... Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont dire, mais il y a un moment, ils disent un truc, d'accord. Mais il gère les silences. Mais c'est vrai que Lucchini est très très bon. C'est-à-dire qu'il peut raconter n'importe quoi. Il a une façon de délivrer ce message qui est assez impressionnante. Et tu vois, pour en échanger, j'ai commencé les cours de théâtre finalement assez tardivement. Ça fait que 2 ans que j'ai pris les cours de théâtre. Avant, j'étais essentiellement focalisé sur les cours de chant et les cours de prise de parole, d'art oratoire, que j'ai pu, avant de pouvoir les enseigner, les avoir appris pour moi-même. Et j'ai épousé une comédienne, donc à la maison, c'est un théâtre. Et ce qui est marrant, c'est qu'en commençant les cours, moi, je suis tellement admiratif du talent de notre ami Lucchini que je travaillais beaucoup. Je regardais beaucoup de vidéos, d'interviews de Lucchini. J'essayais même de prendre sa voix. Bon, je ne pourrais pas le faire, mais il a une telle manière de parler, c'est incroyable. C'est la diction en particulier qui, chez Fabrice Lucchini, est si appréciable. Et mon épouse me dit, arrête, parce que l'idée, c'est que tu deviennes toi-même, pas que tu deviennes un autre Lucchini. Et après, on pourra en reparler, mais la question de l'imitation et de l'innovation, boss, n'imitez pas, innover, d'accord. Sauf que pour devenir soi-même, il faut innover. Il faut imiter, en l'occurrence. Il faut innover aussi. Mais il faut imiter avant de pouvoir devenir soi-même, ou dans le but de devenir soi-même, il faut vraiment apprendre à imiter. Imiter, apprendre à imiter. C'est Pascal Aumont, qui est quand même un autre orateur que je vous invite à regarder, qui Oui. dit beaucoup ça. Et qui, lui, en l'occurrence, est un imitateur hors pair. Bref, pour revenir à notre ami Fabrice Lucchini, euh, le problème, me dit mon épouse comédienne, c'est que Lucchini, il fait du Lucchini. Donc, en fait, il fait son propre personnage. C'est un personnage et il joue son propre personnage. C'est-à-dire qu'en privé, il n'est pas forcément comme ça. Et ça, voilà, c'est ça qui la gênait en tant que comédienne, en tout cas. C'est que, oui, mais attention à ne pas jouer le personnage d'un autre. D'imiter, c'est bien, mais pas jouer le personnage d'un autre. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Non, mais L'objectif, ce que je veux je dire comprends ce derrière, que tu veux dire. voilà, c'est que l'importance en prise de parole d'imiter en vue de maîtriser les techniques. Et plus je vais imiter, alors pas qu'une seule personne, en l'occurrence plusieurs personnes, plus je vais pouvoir trouver mon propre style. Mais attention à ne pas imiter le personnage d'un autre. C'est ça que je veux dire. Et c'est bien que tu parles de Pascal Aumont parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et justement, moi, je suis quelqu'un qui prône le faire comme si. C'est-à-dire faire comme si on était tel ou tel personnage. Et tu parles très bien de Fabrice Lucchini qui, dans la vie de tous les jours, n'est pas forcément comme ça. Et Pascal Aumont prend très bien cet exemple des acteurs qui, mais quand on dit action, ils prennent leur rôle d'acteur. Si, ils ont un rôle tout le temps je veux dire, de méchant, donc ils vont prendre le rôle de méchant. Quand ils vont mettre c'est dans la boîte ou le mot ne me vient plus, pause, et bien, ils redeviennent eux. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un personnage. Donc, ça, que quand on prend la parole publique, on peut rentrer dans un personnage, s'inspirer des gens qui nous inspirent, comme tous ceux qu'on a pu citer jusqu'à maintenant, mais en gardant notre propre personnalité. Et c'est ça.
c'est Et de ça, trouver c'est son style en testant justement à un moment donné. Et à un moment donné, ben, c'est ça qui me convient, là où je me sens à l'aise. Et après, on fait notre propre rôle. Mmh. Et ça, c'est la grande différence entre l'art oratoire et l'art dramatique. L'art dramatique, qui est l'art de devenir un personnage autre que nous-mêmes. L'art oratoire, la prise de parole telle que nous échangeons, sur laquelle nous échangeons, d'incarner notre propre personnage, nous-mêmes, parce qu'on défend notre message. C'est nous-mêmes, c'est moi, Guillaume de Jevigné, que je vais défendre, mon message à moi. Même si c'est le personnage Guillaume de Jevigné, parce que on n'est jamais tout à fait pareil sur scène que dans la vie privée, sauf que je ne suis pas au service du texte d'un autre ou d'un personnage même créé par un auteur. Et c'est ça vraiment, c'est en ceci que Stéphane André, je citais tout à l'heure, distingue bien les deux arts, art oratoire et art dramatique, qui sont les arts cousins. Et ça, c'est un point important à avoir en tête. Oui, tout à fait. C'est quand même c'est deux styles différents, même s'ils se rejoignent. Bien sûr. En particulier Alors, dans les techniques, il y a beaucoup de techniques en commun, oui. évidemment. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur les jeunes, puisque bon, tu dis que tu travailles aussi avec les jeunes. Et bon, nous, là, actuellement, on travaille avec eux. Bien évidemment, ce qui revient très souvent, c'est comment on gère le stress. Énorme sujet. Je l'ai rapidement abordé avec la question de la respiration. L'outil principal de la gestion du stress, c'est la respiration, la gestion de ma respiration, l'apprentissage de ma respiration. Je vais me mettre debout juste pour bien. Une petite démo, super. Bien sûr, évidemment. Alors bon, je vais enlever débrancher un truc. Est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, c'est bon. Ce qu'on appelle la respiration abdominale, évidemment, c'est au niveau de l'abdomen. Et on a la plupart du temps, en situation de stress, on va monter la respiration au niveau de la poitrine, la respiration des pectoraux. Ce qui fait qu'on va avoir une toute petite respiration. Or, l'idée pour vraiment, d'une part, diminuer le stress, mais surtout pouvoir tenir sur le long terme en termes de prise de parole, c'est donc d'avoir une respiration abdominale. Donc là, je vais exagérer un petit peu pour montrer, mais on est vraiment dans une respiration à ce niveau-là, qui va jusqu'au niveau costal derrière, la respiration costale. On peut, alors ça c'est vraiment un travail que font notamment les cantatrices, les chanteurs et compagnie. Ils ont déployé leurs poumons jusque derrière pour avoir un espace, une cavité de respiration beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Et ça, effectivement, ça demande du travail. En tout cas, la chose pour la respiration, c'est vraiment d'aller chercher en profondeur, et ça va d'ailleurs une deuxième vertu qui sera celle de baisser un petit peu la tonalité de la voix. Et on le sait par des études, il faut absolument d'ailleurs que je retrouve lesquelles, que je puisse envoyer le lien, qu'on écoute mieux, plus facilement une voix grave qu'une voix aiguë. Oui. Et donc, le fait de respirer en respiration abdominale permet également de poser sa voix et d'avoir sa voix naturelle qui est plus grave que la voix qu'on a souvent. Quand on parle, quand on veut convaincre, on pense qu'il faut parler beaucoup plus aigu. Pas du tout, au contraire. Voix plus grave, plus posée. Donc, une respiration abdominale. Ça, c'est le principe de base de la gestion du stress. Ensuite, concrètement, eh bien, que ce soit, je me rebranche, que ce soit en préparation, j'en reparlerai de la préparation parce que c'est un élément fondamental, que ce soit en préparation ou ce que j'appelle en condition. La préparation, c'est tout ce qui est tous les jours avant, les semaines avant la prise de parole. Et ce que j'appelle condition, mise en condition, c'est juste avant de prendre la parole, donc c'est les 5-10 minutes avant, voire le quart d'heure avant, eh bien, de régulièrement, quand on sent le stress monter, les mains qui deviennent moites, la sueur qui commence à perler, voilà, comme moi, ça c'est la chaleur en l'occurrence, mais ça vient aussi, c'est de se poser, alors soit debout, soit assis, de fermer les yeux, de se mettre bien le dos droit, de pas s'affaler, vraiment d'être le dos droit, les deux pieds au sol pour s'ancrer, toucher vraiment, être en connexion avec le sol, avec la terre, avec nos racines. D'essayer d'autant que possible de détendre les épaules, de les ouvrir les épaules et de prendre 2-3 minutes de respiration profonde. On peut s'aider d'un outil absolument génial qui s'appelle la cohérence cardiaque. Ouais. Donc, cohérence cardiaque, il y a plein d'applis qui permettent de régler ça. Moi, j'aime bien le carré.
c'est faire 4 secondes, j'inspire, 4 secondes, je bloque, 4 secondes, j'expire, 4 secondes, je bloque et je recommence. Et ça, pour moi, c'est ce que j'utilise systématiquement avant de prendre la parole pour des situations challengeantes, si vous voulez, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment un outil absolument fondamental. Ce n'est pas le seul, mais c'est un outil fondamental. Dans les autres outils de gestion du stress, il y a ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, comment? J'allais en venir justement. Génial. La visualisation, là, c'est vraiment dans la préparation, c'est de se mettre en condition. C'est alors, il y a plusieurs techniques. En l'occurrence, là, moi, j'utilise beaucoup celle, je ferme les yeux et avec mon client, en l'occurrence, et j'invite mon client à fermer les yeux et à l'inviter à visualiser le jour de la prise de parole. Mais visualiser dans les détails. Et même, en général, je l'invite à visualiser au moment où tout le processus avance. C'est-à-dire, il arrive, il est le matin, si par exemple, il a une prise de parole à 9 h, par exemple. Et bien de l'imaginer quitter son domicile, prendre les transports en commun, arriver au lieu du travail, préparer, poser sa veste au moment où il s'assied, où quelqu'un commence, je ne sais pas, une introduction, et bien un tel va passer, c'est lui, du coup, hop, et le voir, qu'il puisse se visualiser, se lever, hop, reprendre sa veste, hop, monter les escaliers, arriver devant le pupitre, enfin voilà. L'idée, c'est de pouvoir visualiser en profondeur ce qui va se jouer. Et comme ça, le cerveau enregistre. Et ça, alors ce qui est idéal, c'est évidemment si on sait précisément où on va prendre la parole. Ouais. Comme ça, le cerveau va vraiment pouvoir se sécuriser au maximum. Et si ce n'est pas possible, en tout cas, de pouvoir anticiper. Justement, pour moi, c'est l'importance de faire tout le chemin avant avec le domicile et le travail et compagnie, parce que ça permet, encore une fois, au cerveau de se préparer. Et ça, les neurosciences ont prouvé que le cerveau se sécurise quand il connaît. La peur vient essentiellement de l'inconnu. Donc, le cerveau vient vraiment vivre un sentiment, une sensation de sécurité par le fait qu'il connaît. Et du coup, en situation, le jour J, le stress sera largement moindre que s'il n'y avait pas eu tout ce travail de visualisation. Alors, c'est un travail qui peut prendre du temps et ça n'empêche pas non plus que le stress soit là. Attention, hein. Mais l'idée, c'est de transformer le stress en trac, ce qui n'est pas la même chose. Le stress nous rend incapables et le trac nous propulse. Donc, alors que la sensation est à peu près la même. Au départ, on ne sait pas trop la différence entre les deux, mais le trac nous tétanise quelque part, alors qu'au contraire, le trac va nous propulser. Et la dernière technique, en tout cas, que moi j'utilise, il y en a d'autres, mais celles qui me viennent spontanément, c'est celle de la dédramatisation. Et ça, c'est un outil que j'adore, que j'ai appris par le théâtre. C'est celui en préparation. Alors ça, du coup, je le fais beaucoup en accompagnement de coaching, de prise de parole. C'est celui de… Il y a pas d'exemple. On utilise la visualisation parfois, donc de fermer les yeux, d'être en situation, d'être face publique et d'imaginer tout le monde en calbute, par exemple. Tout le monde est même complètement à poil. Donc là, ça fait un effet choc et ça permet de dédramatiser la prise de parole. Donc ça, c'est un moyen. Et l'autre que j'aime beaucoup dans la dédramatisation, c'est de faire travailler le discours de la personne en faisant, par exemple, en mode du Sud, avec des accents. Accent du Sud, accent chinois, accent italien, accent allemand, ou même complètement bourré. Et du coup, le discours sera le même, parce que je fais tenir mon client à ce qu'il vraiment il tienne son discours et ce qu'il dit, il faut qu'il soit convaincu et qu'il convainque, sauf qu'il aura ce qu'on appelle l'accident au théâtre, l'accident bourré, accent et compagnie. Et du coup, ça permet encore une fois, de déplacer le stress est complètement déplacé, quoi. Enfin, il sera amenuisé. Ça, c'est très bien parce que ça me permet de rebondir justement sur la suite et surtout par rapport à tout ce que tu dis, c'est vrai que tu as parlé justement des études, des neurosciences et tout, et c'est vrai qu'on sait maintenant que le cerveau ne fait pas de différence entre quelque chose qui est vécu et imaginé. Donc, c'est vrai que la visualisation, c'est très, très fort et travailler ces situations. Donc, on peut dire vraiment que le secret d'une bonne prise de parole publique, et je sais que justement, tu voulais en parler, c'est la préparation, la préparation, la préparation. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai cette règle des 4 B. Ça pourrait être aussi les 4 P d'ailleurs, enfin, les 3 P plus un B. C'est pour masteriser, pour maîtriser pleinement sa prise de parole, il faut avoir bossé son sujet. Mais vraiment l'avoir bossé, bordel.
C'est pour ça que c'est les 4B. Et ça, je suis vraiment intraitable là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez vous concentrer sur l'impact que vous avez en prise de parole, l'impact, on le sait, si on a l'occasion, je montrerai un petit schéma, on sait que c'est 8% seulement qui passe par les mots. C'est la PNL qui a montré ça, que l'impact d'une prise de parole, en tout cas dans le mode conférence, pour être très général, le mode TEDx, c'est-à-dire où on voit la personne parler, on est dans le public et on voit la personne parler, 8% de ce qu'on retient de l'impact, c'est ce qu'on appelle le verbal. Ouais. 37%, c'est le paraverbal, donc c'est la voix, l'intonation, le volume et compagnie. Et 55%, donc plus de la moitié de ce qui est retenu, c'est ce qu'on appelle le non-verbal. Donc tout ce qui est geste, posture, visage, mouvement, voilà, tout ce qui n'est pas proprement parlé, le mot ou la voix qui est le véhicule du mot. Alors, je me permets comme ça, justement, ceux qui regarderont la vidéo pour bien comprendre, c'est que j'ai justement ce petit schéma. Nickel, je vais le faire. Donc, Je merci. pense que c'est à peu près celui-là. Absolument. Ouais, c'est ça. Les chiffres sont Voilà, à 1% 1% près. près. Mais Absolument. Mais c'est voilà, exactement ça. en gros, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est quand même un schéma à avoir par cœur dans la tête et pour être percutant à l'oral, d'être focusé non pas sur le message que je vais transmettre, je vais y revenir derrière aussi sur la question de l'improvisation et surtout sur la question de la relation avec mon public, mais vraiment de pouvoir être en prise de parole, en train d'être focus sur mon non-verbal et mon paraverbal, c'est-à-dire la tonalité de ma voix, le volume, la rapidité, ce que j'appelle la vélocité, parler beaucoup plus vite, parler moins vite, le travail des silences, évidemment, et puis les gestes, et puis voilà, quelle émotion je vais pouvoir transmettre avec le visage, voilà, toutes ces questions-là. Donc ça veut dire qu'en amont, en préparation, on y vient à la préparation, ça veut dire vraiment bosser pour maîtriser mon sujet. De quoi je vais parler, je sais de quoi je vais parler. L'immense majorité, mais je veux dire 99,99% de mes clients, c'est-à-dire tous, ils savent très bien de quoi ils doivent parler. Donc, ce n'est pas le sujet du contenu. Et pourtant, ils pensent que c'est ça qui les stresse. Non, ce n'est pas ça qui stresse. Oui, mais je ne sais pas de quoi je vais parler, je pense que je vais tout oublier. T'inquiète pas, tu maîtrises tellement ton sujet, c'est pas ça la question. La question, c'est comment j'appréhende. Donc, c'est vraiment toute la question de la préparation. Préparation, pour moi, il y a 4 dimensions. Je peux enchaîner directement? Ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, c'est super. Merci, monsieur Loyal. Il y a 4 dimensions à la préparation. La première préparation, en tout cas vraiment pour toute prise de parole, la première préparation, c'est la préparation, ça paraît très standard, très même voire la palissade, c'est la préparation physique. Le premier instrument de toute prise de parole, c'est notre corps, intégralement. Je ne prends pas la parole avec ma main seulement ou avec un stylo. Ça, c'est du discours aussi, mais ce n'est pas une prise de parole. Ça, c'est de la lecture. Donc, la prise de parole, notre instrument principal, c'est notre corps. Donc, une préparation physique, pour être très schématique, c'est tout ce qui est sport, alimentation, sommeil. Donc, sport, voilà, tout travail de sport, peu importe le sport que vous faites. Hein. Moi, j'avoue que je fais énormément de yoga, c'est ma manière à moi de non seulement de m'entretenir, mais de travailler la respiration, parce que le yoga est vraiment comme axe principal la respiration. Il y en a plusieurs, peu importe, mais en tout cas, c'est même si on considère souvent, il y en a qui ne considèrent pas ça comme un sport. Oui, si on veut, c'est de l'assouplissement. OK. Et ben, faites un autre sport à côté si vous avez besoin. Moi, je fais un art martial, on en a parlé tout à l'heure. Donc, deuxièmement, alimentation, être attentif à son alimentation. On ne bouffe pas n'importe quoi. Je ne vais pas faire un discours là-dessus, ce n'est pas le sujet. Et troisièmement, le sommeil, évidemment. Et en particulier la veille de la prise de parole. Donc ça, préparation physique. C'est très général, mais c'est important. Deuxième préparation, la préparation technique. Encore une fois, notre instrument principal étant notre corps, eh bien, je vais travailler sur des techniques oratoires de prise de parole, donc avec mon corps. Donc là, ce sera tout ce qui est par le biais de soit une formation à la prise de parole, soit le théâtre. J'y mets aussi le chant pour déployer, pour travailler son organe qui est la voix, le paraverbal.
mais c'est aussi tout le travail de diction, que je n'ai pas fait d'ailleurs juste avant l'interview, que j'aurais pu. Donc, travailler sa diction, quels moyens? Évidemment, des phrases de diction qui sont hyper connues, comme un chasseur sachant, voilà, je me plante, génial. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Ça, c'est une très belle phrase de diction. Ou alors, autre moyen, mettre un stylo dans la bouche et le fameux stylo, et pendant 5 minutes, se refaire son discours en exagérant l'articulation. Voilà, ça ce sont des bons moyens d'articuler. Et on voit, c'est vraiment expérimentez-le, c'est extraordinaire. Quand au bout de 5 minutes, vous enlevez votre stylo, vous avez l'impression de quelque chose a changé, comme si ma langue s'était déliée. C'est absolument prodigieux comme exercice. Donc ça, ce sont toutes les techniques, tous les exercices de préparation technique. La troisième préparation, c'est globalement dans l'ordre chronologique. Hein. La troisième préparation, c'est la préparation rhétorique. Donc, préparation physique, préparation technique. La préparation que j'appelle rhétorique. La préparation rhétorique, c'est quoi? Donc, le mot rhétorique, c'est la construction du discours. Donc, c'est la fameuse préparation de mon sujet. Et là, je vais préparer mon plan. Alors, je rentre pas dans le détail, ça pourrait prendre des heures. Oui, il y a le fameux plan. Au niveau de la construction, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Absolument. Il y a la manière classique, il y a le pitch, il y a le statement et compagnie. En tout cas, c'est tout ce qui est la préparation du discours en tant que tel. Et la quatrième préparation, qu'on appelle préparation mentale, que j'appelle aussi préparation psychique, comme ça fait physique, technique, rhétorique, psychique. Ça nous permet d'avoir un moyen mnémotechnique. Donc, cette préparation psychique ou préparation mentale, ça, pour moi, c'est la clé de la préparation à la prise de parole. C'est-à-dire, de la même manière que pour les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau et compagnie, la préparation mentale, en fait, pour tout le monde, c'est là-dedans que je mets, la respiration, on peut la mettre partout, mais c'est là-dedans que je mets la respiration, en tout cas la cohérence cardiaque, que je mets aussi et surtout la visualisation. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la préparation, et une bonne préparation vaut une bonne prise de parole. Si vous avez une bonne préparation dans ces 4 dimensions-là, vous réussirez nécessairement votre prise de parole. Oui, non, parce que c'est hyper important, et c'est très bien que tu insistes là-dessus, parce que souvent on oublie cette préparation qui est ultra importante, et beaucoup de gens, comme tu as dit, se focalisent plus sur ce qu'ils vont dire, le sujet. C'est pas la manière dont ils vont dire, c'est vraiment le sujet. Bon, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça, mais en fait, c'est comme on l'a bien vu sur le graphique, hein, ce qu'on dit, c'est pas forcément important. Et je crois qu'il y a un livre ou quelqu'un qui a écrit l'art de dire n'importe quoi, ou de quelque chose comme ça. Alors, je ne connais pas celui-là. Quand tu commences, moi, j'ai en tête plutôt l'art d'avoir toujours raison. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Je ne sais pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu peux dire n'importe quoi. Si tu le dis bien, ça passera toujours. Mais ouais. Alors là, du coup, je vous invite à regarder absolument Will Stephen. Je t'enverrai le lien YouTube. C'est un TEDx de 6 minutes, montre en main, que je vous laisserai regarder. Donc, 6 minutes, c'est assez court. Hein. Et pour moi, je le mets dans le top 3, voire le numéro 1 de mes TEDx. Pourquoi? Je vous laisserai découvrir. En tout cas, son objectif, c'est de montrer l'importance de l'intention, et au travers notamment du non-verbal. Et je vous laisserai. Alors, je ne sais pas si tu connais cette. C'est en anglais. Je ne connais pas, mais j'irai voir par contre. C'est en anglais. Et sous-titré français, bien sûr. Hein. C'est absolument sous-titrage. Surtout pour les Corses. Ah, ça a coupé. Désolé. Il y a une bombe, c'est cadeau. Et ce TEDx, c'est absolument prodigieux pour ça. C'est qu'il montre, il prouve plutôt qu'il montre, mais il prouve l'importance de l'intention. Et ça fait le lien, du coup, je fais moi-même le lien avec une des clés qui, en tout cas pour mon épouse, c'est intéressant, on peut avoir des clés différentes, mais mon épouse, pour elle, c'est la clé par excellence. Moi, j'avoue, d'expérience, c'est une des 3 principales sans doute, mais en tout cas pour mon épouse, c'est la clé principale, donc comédienne, pour la comédienne, c'est la relation avec le public. C'est-à-dire, et on revient à la question de l'improvisation, d'être tellement à l'écoute de mon public, par le regard, c'est le regard qui écoute avant même les oreilles, qui observe en l'occurrence, hein, l'écoute par l'observation. Je suis tellement observateur, tellement à l'écoute de mon public, que je vais pouvoir quelque part lui dire de la manière
dont il va entendre, de la manière dont il va recevoir. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on parle à un public, et c'est assez dérangeant peut-être à entendre, mais ce que je dis, c'est un dialogue. La prise de parole est un dialogue. Alors même que je suis seul à parler, dans la mesure où je suis à l'écoute de mon public, eh bien, je vais dire dans la mesure, je vais pouvoir parler, m'exprimer dans la mesure où mon public reçoit. Est-ce que c'est clair dans ce que je suis en train de dire? Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est là aussi, les gens l'oublient parfois, c'est que quand on prend la parole en public, ce qui est important, c'est pas soi, c'est pas ce qu'on va dire, c'est le public. Et Pascal Aumont le dit très bien dans une formation que j'ai pu voir, où en gros, ben, on n'est pas le héros de ce qu'on fait, on est un peu le guide. Et il prend très bien l'exemple de Star Wars avec Yoda, on est un peu ce petit Yoda qui va guider le public jusqu'à l'objectif. Donc l'objectif, c'est que à la fin de ma prise de parole en public, que ce soit rapport de stage, conférence, quoi que ce soit, c'est que le public, la personne, là où les personnes qui m'écoutaient sont repartis avec quelque chose. C'est que mon objectif est atteint quand ils sont repartis avec quelque chose. Si on est là juste pour parler pour soi, ben on peut le faire à la maison. Prendre la parole publique, comme tu dis, c'est partager quelque chose. Et tu as dit toi aussi, c'est-à-dire, c'est vraiment qu'est-ce que tu t'es posé cette question, qu'est-ce que je peux voir faire ressentir à mon public. Et c'est là où c'est vraiment important, c'est que le public a une grande place dans cette prise de parole. Oui, j'aime beaucoup cette. Alors, je me souviens plus dans l'ordre de cette citation, mais euh, effectivement, avoir pour objectif. D'ailleurs, ça permet de se détacher du par cœur ou de la lecture, qui sont deux écueils qu'on voit souvent, très souvent, même dans le milieu scolaire ou universitaire. C'est pas du tout c'est juste une observation, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. En tout cas, c'est pour performer, il est vraiment invité, j'invite vraiment, il est vraiment important de pouvoir se détacher de la lecture ou de la mémorisation par cœur. C'est-à-dire, encore une fois, je connais mon sujet et mon objectif, c'est quel est ce message que j'ai à transmettre. Attention, faut quand même être plus précis parce que dans l'univers de l'enseignement, de l'éducation, il y a quand même des exigences de contenu à délivrer. Donc, attention, hein, je suis toute prise de parole. Enfin, il y a quand même, il y a des règles. Là, on est en train de parler des grandes règles générales. Il y a évidemment des situations spécifiques à toute prise de parole. Je ne parle pas de la même manière face à un public que face à une caméra. Je ne parle pas de la même manière dans un meeting politique que dans une plaidoirie ou une joute oratoire ou que sais-je. Donc attention à bien distinguer, il y a quand même des spécificités. Mais de manière générale, comment je vais pouvoir être suffisamment observateur à l'écoute de mon public pour réussir à le toucher. Le toucher, c'est-à-dire, enfin, je rappelle, je ne l'ai pas cité, je suis étonné de ne pas l'avoir fait avant, mais de manière classique, on dit que le discours doit avoir 3 dimensions. C'est-à-dire, il doit plaire, émouvoir et convaincre. C'est-à-dire, pour réussir à faire passer mon message, les anciens disaient, on tient toujours pour acquis, on n'a pas inventé mieux aujourd'hui, que pour qu'un message d'un discours passe, il faut que le discours plaise, émeuve et convainque. Donc, comment je fais par, encore une fois, mon non-verbal, mon paraverbal et mon verbal, pour que je puisse transmettre mon message au travers de l'argumentation, de l'émotion et de l'esthétique, si on veut. Parce que plaire, c'est par l'esthétique, par la beauté de ce que je donne à voir, de ce que je donne à entendre. L'émotion, enfin plutôt l'argumentation, c'est comment j'arrive avec une argumentation à convaincre mon auditoire par les chiffres, par la raison, par la puissance de ce que je peux transmettre. Et enfin, et c'est la fine pointe finalement, que ce soit à l'Antiquité, aujourd'hui encore c'est pareil, c'est comment je vais pouvoir toucher mon public. Quand je vais pouvoir, parce que je rappelle que le mot émotion, on l'oublie souvent, hein, le mot émotion vient du latin movere qui veut dire bouger, qui est le mouvement. Oui. Donc l'émotion, c'est ce qui c'est ce qui se meut en moi, comme une vache. L'émotion, c'est ce qui bouge en moi, c'est ce qui indique également les besoins en profondeur. Mais comment je vais pouvoir toucher mon public par l'émotion? Comment je vais lui permettre derrière de se mouvoir d'abord intérieurement? Comment je vais pouvoir
le toucher intérieurement, mais en vue qu'il se bouge extérieurement, qu'il s'engage, qu'il change ou qu'il consente à ce que je lui dis, à tel point, parce que c'est tellement important. Prenons un exemple pour être beaucoup plus concret. Tous les orateurs, moi, je me laisse gentiment et doucement convaincre par des orateurs sur des questions climatiques ou des questions plutôt d'ordre écologique de manière générale, ben, parce que l'argumentation est là, mais c'est pas seulement ça. C'est également parce que je vois bien que ça me touche, ce qui touche à la Terre, ce qui touche à aux générations futures, ça me concerne directement et pas seulement les autres et la Terre. Non, ça me touche directement. Donc, dans la mesure où ça me touche, ça c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est dans quelle mesure je vais moi-même me mettre en mouvement pour faire changer les choses. Oui, c'est exactement ça. L'émotion est très importante dans le discours. On revient toujours à ça. Qu'est-ce que je laisse à mon public pour qu'il reparte grandi quelque part de ce que je lui donne. Et tout part par l'émotion. De toute façon, on grandit à travers nos émotions, nos expériences. Et donc, c'est la même chose quand on partage, quel que soit le sujet, la façon de le faire également. C'est vraiment un moment de partage, une prise de parole publique. Absolument. Ouais, très bien résumé. Exactement. Bon, ben on arrive un peu sur la fin de cette interview. J'aimerais te laisser un peu, parce que c'est vrai que comme tu dis, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement de choses autour de la prise de parole au niveau que ce soit de la technique, comme tu dis, il y a le pitch, il y a différentes façons de faire, il y a, comme on a dit, interview, conférence, etc. J'aimerais que te laisser la parole de fin et surtout, parce que là, on est vraiment axé sur les jeunes, donc le conseil, ou les conseils, j'ai envie de te dire, que tu donnerais à des jeunes qui vont prendre la parole, parce qu'on sait qu'à partir de l'année prochaine, ils ont cette épreuve du grand oral qu'ils appréhendent, parce que ça a été les premiers à passer là-dedans, ils n'ont pas de référence. En France, on n'est pas très bon pour ça, alors qu'aux États-Unis, dès qu'ils sont nés, ils sont déjà dans le bain de comment on parle. Pour eux, c'est naturel. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour qu'ils appréhendent différemment cet exercice et qu'ils se libèrent un peu de toutes ces questions, toutes ces croyances limitantes, on va dire, qui leur empêcherait d'avancer? J'aurais envie de faire de la posiopèse, non, c'est pas la question. J'aurais envie de leur dire deux choses. La première, ce serait de faire en sorte de supprimer cette croyance qu'en France, on ne sait pas faire. Et je vais l'expliciter. Pour moi, la France est l'un des pays qui a donné les plus grands orateurs au monde. Je prends un des plus grands orateurs, qui est sans doute celui qui est considéré comme le grand orateur français, Bossuet. Bossuet, c'est de mémoire le XVIIe siècle. Non seulement par ses écrits, mais évidemment et avant tout par ses discours. La France a un trésor de prise de parole, d'orateurs, d'histoire de la prise de parole. Donc, première chose, donc à vous tous qui êtes en chemin, notamment en terminale, en chemin vers le grand oral, c'est l'année prochaine, du coup, j'imagine, la fin de l'année prochaine, d'avoir conscience que non, ça n'est pas nouveau pour la France. Ça n'est pas nouveau pour nous de prendre la parole. C'est un trésor que nous avons un peu oublié, voire complètement, certes, et que nos lointains cousins des États-Unis ont conservé, voilà, et ont même déployé sans doute beaucoup mieux que nous, en tout cas beaucoup plus que nous, c'est sûr, mieux je ne sais pas, mais plus. Ce qui fait qu'ils ont l'habitude depuis tout gamin, dès la maternelle, de prendre la parole toutes les semaines et à l'exposer. Hop, hop, hop. Nous, on a moins eu cette opportunité-là. Eh bien, c'est une immense opportunité pour nous et pour vous en particulier de pouvoir prendre la parole dès la terminale. Enfin, vous l'avez fait, vous l'avez évidemment commencé avant et compagnie. Mais là, en tant qu'entre guillemets grand oral, c'est une super opportunité pour tous de goûter à cette joie que peut être la prise de parole. Non pas que peut-être, mais que devrait être une prise de parole. Et ça, du coup, c'est la fine pointe de cette première chose, c'est d'aller chercher le plaisir. Chers étudiants, chers lycéens, allez chercher le plaisir dans cette prise de parole. Moi, du coup, je n'ai pas eu trop l'occasion de parler de mon parcours, mais du coup, j'en profite.
Moi, ce qui m'a permis véritablement de prendre la parole et de devenir, jusqu'à devenir aujourd'hui formateur, orateur et formateur, alors même que quand j'étais au collège et au lycée, vous m'auriez vu, vous ne me croiriez pas aujourd'hui. Quand on m'adressait la parole, je devenais tout rouge. Je veux dire, on voyait mon visage, il devenait tout rouge. Dieu merci, c'est passé. Mais c'est pour dire, imaginez-vous dans votre classe celui qui vient tout rouge. Il y en a toujours un ou deux, ou potentiellement trois. Celui, on lui adresse la parole, il vient tout rouge. Et ben, j'étais celui-là. Donc, faut s'imaginer que c'est possible. Et ça, donc, par cette première clé d'aller chercher plaisir, mais ça, c'est un peu théorique a priori, parce que si on n'a pas de deuxième clé, ça ne suffit pas. La deuxième clé, et c'est la plus importante, c'est d'oser. C'est l'audace. Oser prendre la parole. C'est la clé pour s'améliorer, pour devenir bon et pour un jour prendre du plaisir à la prise de parole. D'où la journée de l'audace. Ça me fait un super lien pour la journée de l'audace. Voilà, l'audace, c'est toujours oser, oser, oser qui nous permet de grandir et d'avancer. Merci Guillaume pour ça. Merci Johan, c'est magique. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Tu as donné beaucoup de valeur dans cette interview. Je pense qu'ils sont partis avec pas mal de clés. Et voilà, vraiment, osez, faites-vous plaisir. Parce que voilà, Guillaume l'a très, très bien dit. C'est ça, c'est oser et le plaisir le plaisir de partager. C'est ça surtout. C'est qu'on peut prendre du plaisir tout seul. Mais le fait de partager avec un public aussi qui reçoit ce message et qui nous le renvoie quelque part à travers le regard, les sourires, les réactions, mais c'est là où vraiment il y a encore un plus gros plaisir. Donc, voilà, ce n'est que de bonnes expériences. Merci, Johan. Merci à toi vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Et de toute façon, on mettra quelques liens de Guilhem en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message aussi, de mettre un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez trouvé de la valeur. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager, même à travers le digital. Bon, mais je te dis à très vite, Guilhem. Merci, Johan. Et à à très tout le vite. monde aussi. Ciao, ciao. Salut.